Bonjour et bienvenue sur Terre d'Asphalte. Dans ce nouveau numéro, nous allons essayer la Renault Clio RS, la Subaru Forester, l'Opel Cascada, la Renault Zoe et la Peugeot 208 GTI. Sur deux roues, nous testerons la Honda CB500F et la moto Guzzi California 1400 Custom. Nous vous présenterons également l'événement Exclusive Drive. Commençons immédiatement avec la petite sportive du Losange, la nouvelle Clio RS. Après sa version grand public, la Clio 4 nous revient dans une version Made in Dieppe. Renault Sport présente en effet la Clio 4 RS qui compte bien poursuivre l'œuvre de sa devancière. Comme pour toute sportive qui se respecte, le style évolue pour devenir plus dynamique grâce à diverses retouches. Mais la personne la mieux placée pour nous en parler est sans aucun doute Laurens van den Acker. Le détail qui marque plus le Renault Sport, c'est le lame F1 sur toutes nos avants de voitures Renault Sport. Alors on le trouvera ça aussi sur une Twingo RS, une Clio RS et aussi sur la Mégane. Et on va continuer de s'inspirer du monde F1 pour Renault Sport. La Clio 4, c'était déjà génétiquement une voiture très sportive. On a essayé de mettre un peu de cœur de Renault Sport dans nos voitures de quotidien. Alors il fallait juste amener un peu le monde de F1 dans cette voiture. Alors on trouve naturellement le lame F1 sur la face avant. On a des béquets, on a des boucliers spécifiques, on a un diffuseur et on a des baguettes spécifiques aussi sur le côté. Clio 3 RS, on avait une grande différenciation avec le Clio 3 de série, aussi parce que le Clio 3 de série était une voiture beaucoup plus familiale, disons. Je pense que maintenant, avec la Clio 4, on a déjà un niveau élevé de sportivité, alors il fallait chercher un peu de maturité. Et je pense que dans ce sens-là, cette Clio 4 RS, c'est peut-être un peu plus mystère, mais quand même, pour ceux qui savent, ils voient la différence et c'est ça qu'on essaye de faire. On note également la présence d'un extracteur qui remonte loin sous le châssis et n'est pas simplement là pour amuser la galerie. L'inspiration de la F1 n'est pas bien loin. À bord, la Clio veut faire voir rouge à ses concurrentes. La couleur préférée des taureaux est omniprésente. Sur les portes, sur la poignée de frein, sur la commande de boîte automatique, les ceintures ou autour des aérateurs, on ne peut y couper. Des surpiqûres de même couleur parcourent le volant et les sièges baquets. Sur les appuis-têtes et à la base du volant, on retrouve le logo RS. On est donc dans une ambiance délicatement sportive sans trop d'excès. La vie à bord reste accessible à tous. Les deux éléments fondamentaux du châssis sont la butée hydraulique d'amortisseur, de compression à l'avant et ce qu'on appelle le RS-Diff, qui est un différentiel finalement à transfert de couple ou simulant un transfert de couple avec un effet de freinage sur la roue intérieure. Donc ces deux technologies concourent à peu près à la même conclusion. C'est globalement plus d'efficacité sur la voiture, pas de perte de motricité et un comportement irréprochable, y compris sur route mouillée et sur route bosselée. À nous les routes sinueuses pour tester cette Clio RS. Lors des premiers virages, le conducteur pourra être surpris de voir l'arrière se dérober. Ce petit mal passera bien vite à l'auto, mais il s'avère nécessaire de faire monter les pneus en température avant d'attaquer. Avec une montée soft d'origine, on manque de grip durant quelques minutes. Ce n'est qu'après que l'on peut monter le ton. La Clio RS révèle alors tout son potentiel. Une nouvelle fois, Renault Sport ne déçoit pas et la petite sportive s'est restée collée à la route. Nous attaquons les virages à bonne allure sans subir d'effet de roulis. Ces routes sont aussi des juges de paix pour les freins. L'ensemble s'est avéré endurant avec un bon mordant. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'on y est allé avec des pincettes si vous voyez ce que l'on veut dire.
si on n'en attendait pas moins de Renault Sport, largement rodé à la conception de châssis sportifs, l'inconnu du jour était la nouvelle boîte de vitesse à double embrayage EDC. Celle-ci s'avère être une excellente surprise. Elle est rapide et le passage des rapports se fait en toute discrétion. Elle est digne de modèles bien plus haut de gamme. Cela met par contre en avant un défaut de conception, à savoir la position des palettes fixes derrière le volant qui gâche le tableau. En ne descendant pas assez bas, changer de rapport en tournant le volant s'avère une mission délicate. La Clio RS dispose aussi d'un bruit d'échappement agréable aux oreilles des mélomanes. Et si le moteur ne vous colle pas au baquet à chaque accélération, l'auto dispose tout de même d'arguments chiffrés plutôt convaincants. On a la vitesse maximale qui est à 230 et au lieu de 220-225 pour le véhicule précédent. On a les accélérations, le 0 à 100 qui passe de 6,9 pour la Clio 3 à 6,7 pour la Clio 4. On a la distance de freinage qu'on considère être améliorée à peu près de 5%. Et puis on est devant un magnifique circuit sur lequel on a comparé les deux autos. Et avec nos meilleurs pilotes, il y a quand même quelques secondes au tour entre la Clio 3 et la Clio 4 qui est devant d'à peu près 1 seconde au kilomètre sur ce type de circuit. Efficace, la Clio 4 RS l'est assurément. Elle cache cependant ses talents sous des aspects très famille, avec sa carrosserie 5 portes et son intérieur plutôt civilisé. Cela pourra décevoir les adeptes du sport à l'extrême, mais ne doit pas faire oublier les qualités de l'auto. Il s'agit plutôt d'une sportive aboutie se faisant passer pour une gentille familiale. Un double jeu réussi. Premier essai de roue de ce numéro avec la Honda CB500F. Après la trilogie NC700, Honda produit de nouveau 3 machines sur la même base technique. La CB500X pour le trail, la CBR500R pour la sportive et la CB500F pour le roadster. Ces motos partagent la très grande majorité des éléments, à commencer par le moteur et le cadre, avec en ligne de mire une réduction des coûts. La CB500F, que nous essayons aujourd'hui, est le modèle le plus abordable. Esthétiquement, cette nouvelle CB500 est très différente de l'ancienne. Nettement modernisée dans ses lignes, Honda n'hésite pas à mettre en avant l'inspiration de sa grande sœur, la CB1000R. En dehors du fait que ce soit un roadster, les ressemblances sont tout de même très limitées. Le design n'en est pas moins soigné sur cette machine d'entrée de gamme. À l'avant, on retrouve un phare plongeant en forme de V, avec les zones supérieures bleutées et une veilleuse qui souligne la protection du tableau de bord. Les larges ouïes de réservoir donnent à la fois du dynamisme au coup de crayon et plus de volume à cette petite moto. Dans le prolongement, le réservoir d'environ 16 litres se maintient aisément, même pour les pilotes aux petites jambes. Juste au-dessous, le cadre en tube d'acier est dissimulé par des caches plastiques qui laissent par contre totalement apparaître le nouveau moteur. On note tout en haut de celui-ci les deux yeux chromés du double arbre à cam en tête, en clin d'œil aux premières CB450 des années 60. À sa base, une protection dissimule le disgracieux collecteur qui se prolonge vers un silencieux à l'embout noir pour un style un peu plus sport. L'arrière de la moto est assez élancé avec des plastiques qui partent des repose-pieds pour remonter jusqu'au poignet passager. La poupe se termine par un feu en forme d'hexagone qui s'illumine dans sa partie supérieure avec un accent circonflexe. Le tableau de bord est lisible et complet avec l'heure, une jauge et même l'indication de la consommation moyenne. Dans l'ensemble, la nouvelle CB500 est nettement plus soignée esthétiquement que sa devancière. Même si le moteur de la CB500 reste un bicylindre en ligne, sa conception est nouvelle pour répondre notamment aux besoins du nouveau permis A2. Sa puissance maximale est donc de 35 kW, avec une courbe de puissance ultra linéaire jusqu'à cette valeur crête à 8500 tours par minute. La courbe du couple est dans le même esprit, avec un maximum de 43 Nm à 7000 tours par minute avant de redescendre doucement. A l'intérieur, Honda a greffé l'injection électronique PGM-FI, réduit les frictions et limité les vibrations avec un arbre d'équilibrage à l'arrière des cylindres. On note aussi l'optimisation du refroidissement liquide pour installer une plus petite pompe à eau, un carter moteur compact
ou encore l'intervalle entre les cylindres qui est réduit à 7 mm. Le système de sélection est pour sa part emprunté au CBR. Enfin, les turbulences à l'admission sont éliminées. La linéarité exemplaire de la nouvelle motorisation, quasiment exempte de vibrations, enlève sans aucun doute le fun qu'on trouvait au guidon de la précédente génération. En revanche, avec la nouvelle CB500, Honda propose une machine qui brille par sa facilité de prise en main, en ville comme sur le réseau secondaire. Équipée de l'ABS en série sur toutes les versions, la CB500 est plus polyvalente et facile que jamais. La CB500F s'adresse donc avant tout à ceux qui cherchent une machine robuste et facile pour le quotidien. Elle est disponible en noir, en blanc et en rouge candy à 5 590 €. Avant de l'essayer, découvrons les secrets de conception de la Peugeot 208 GTI. XY et GTI, ce sont deux personnalités différentes de 208. On a exacerbé leur personnalité de manière très différente entre GTI et XY pour pousser vraiment les limites au plus haut. Très important, on a changé la posture de ces véhicules pour le rendre encore plus dynamique. On a élargi les voies à l'avant et à l'arrière et on a redessiné deux pièces de carrosserie pour marier cette nouvelle posture des roues et asseoir encore plus la voiture. GTI, par exemple, a une toute nouvelle calandre qui reprend le code du damier très sportif avec des inserts chromés et une laque noire très valorisante. On a redessiné le regard toujours très félin des Peugeot de manière technologique à l'aide d'une technologie flat guide pour la signalisation de jour et pour l'indicateur de direction. Ça, c'est un vrai changement par rapport à la 208. Le regard change vraiment avec une expression vraiment spécifique. On a aussi un aileron sport et comme pièce d'habillage extérieur, on a bien sûr les logos des voitures sertis dans les enjoliveurs de custode comme des petits bijoux, ainsi que des stickers de toit ou de calandre qui viennent enrichir la personnalisation de ces deux modèles. À l'intérieur, on a redessiné le volant spécifique, encore plus sportif, en cuir et avec des détails soit ponctués de rouge pour GTI, soit ponctués de pourpre, les couleurs symboliques de ces deux modèles, pour XY et GTI. On a deux ambiances complètement différentes. GTI très sportive avec des pièces qui rougissent de plaisir. Une autre pièce très importante de l'intérieur, c'est le combiné qui s'éclaire en blanc sur XY et en rouge pour faire rappel à tous les détails rouges sur GTI. Il y a beaucoup de clins d'œil à la 205 GTI. Le plus sympathique, je trouve, c'est l'enjoliveur de custode avec le logo serti sur la carrosserie qui vient enrichir le côté de cette voiture très dynamique. D'autres éléments, ce sont toutes les ponctuelles rouges qu'on retrouve un peu partout, à l'extérieur et à l'intérieur de ce modèle. On n'a pas mis, par exemple, la moquette rouge. On a voulu faire quelque chose de plus discret. On a donc des surpiqûres rouges qui se trouvent sur les pièces gainées, comme la planche de bord, les surtapis, le soufflet de l'évier de vitesse ou la coudoir. Le Subaru Forester se modernise et revient dans une nouvelle version immédiatement à l'essai. Né il y a 15 ans, Subaru Forester en est à sa 4e génération. S'il conserve ses principales caractéristiques, dont la transmission intégrale symétrique et le moteur 4 cylindres à plat Boxer, il prend du volume et se modernise pour affronter une concurrence féroce. Les lignes du nouveau Forester se font moins cubiques que par le passé. On reste cependant loin d'un design élancé, mais cet aspect massif a le mérite d'exprimer une certaine robustesse. Pour rendre le Forester plus fluide, Subaru a avancé et incliné vers l'avant le montant du pare-brise. La ligne de toit est également moins droite et plus étroite, les phares avec leur feu de position à LED se prolongent sur le dessus des ailes.
Tout comme la calandre hexagonale, il reste dans la lignée du design Subaru. De profil, on remarque les barres de toit et surtout l'importante surface vitrée qui assure une bonne luminosité, y compris aux places arrière. Le becquet sur le dessus du haillon allonge un peu la silhouette générale de l'auto. À l'arrière, les feux profitent de nouveaux déflecteurs mais conservent une technologie sans LED. Le haillon est dorénavant motorisé. Pour l'ouvrir ou le fermer, on peut utiliser la télécommande ou le bouton dédié. Si le coffre gagne 55 litres en comparaison avec la précédente génération, la hauteur d'ouverture du haillon peut en revanche paraître un peu basse. Le dessin intérieur est très sobre. Tant pis pour l'ambiance, Subaru privilégie le fonctionnel avec des commandes simples et claires. Boutons de démarrage sans clé, commandes de climatisation et écran multifonction sont les principaux éléments tombant sous les yeux des occupants. Les commandes de la sonorisation et de la téléphonie sont accessibles au volant. Tout en haut de la console centrale, deux afficheurs au style dépareillé donnent quelques informations complémentaires. Les totalisateurs et la jauge de carburant se logent par contre au centre du tableau de bord. À défaut d'impressionner visuellement, ce break haut sur pattes permet à tous ses occupants de se sentir bien à bord. L'augmentation de l'empattement et du volume général du Forester se ressent. Le confort de la sellerie est tout à fait correct, l'espace aux jambes à l'arrière également, la hauteur sous le pavillon convient parfaitement à des adultes de plus d'1,80 m et la visibilité comme la luminosité sont agréables. Seul le tunnel central gêne un peu la pose des pieds pour la 5e personne assise au centre. Pour animer son Forester, Subaru propose des motorisations essence et diesel. Tous les blocs sont des 4 cylindres à plat, des boxers de 2 litres. Seul le moteur essence peut être couplé à la nouvelle transmission CVT Lineartronic, spécialement adaptée pour ce nouveau modèle. Ce CVT, en dehors d'éviter d'avoir à passer les rapports, permet d'avoir une aide pour une descente régulée automatiquement lorsque l'adhérence est mauvaise. Cette aide n'est donc pas présente sur notre moteur d'essai, un 4 cylindres diesel turbocompressé développant 147 chevaux à 3600 tours minute est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Il dispose de la transmission intégrale qui fait appel à un différentiel central à viscocoupleur. À la conduite, on apprécie la disponibilité de la motorisation qui reprend assez bas dans les tours. Elle manque cependant d'allonge lorsque le rythme augmente un peu, obligeant à fréquemment solliciter le levier de vitesse pour garder un bon régime moteur entre 2000 et 3500 tours minute. L'équilibre général de l'auto est bon, sa direction ni trop ferme ni trop légère et les suspensions confortables. Mais la commande de boîte n'est pas la plus souple que l'on connaisse. Le principal bémol au volant reste cependant les bruits aérodynamiques assez présents. S'il est loin de révolutionner le monde des SUV, le Forester offre ce que sa silhouette générale laisse supposer. Une certaine confiance qui assure une bonne sérénité lorsque la route se dégrade. Il poursuit ainsi l'héritage de la génération précédente. L'événement Exclusive Drive a eu lieu au Mans et nous étions présents. Un sujet à suivre sans attendre. Le Mans est un lieu mythique pour tous les amateurs de sport mécanique. Le circuit est mondialement connu pour recevoir les 24 heures du Mans, le Mans classique, le Grand Prix de France de moto et d'autres courses de renom. Pouvoir s'élancer dans la ligne droite des stands et passer sous la passerelle Dunlop est le rêve de bien des pilotes professionnels ou amateurs. Pour certains, ce rêve est devenu réalité à l'occasion de 2 journées très particulières. Le circuit Bugatti a en effet accueilli pour la première fois les journées Exclusive Drive. Gilles Maillet, organisateur de cet événement, nous en dit plus. L'idée en fait d'Exclusive Drive est née il y a 2 ans sur une sortie circuit, un track days complètement classique. Et l'idée était de mêler en fait le plaisir qu'avaient les gens de rouler avec leur propre automobile et en même temps d'essayer des voitures différentes et de leur donner l'occasion de prendre le volant dans des conditions de sécurité optimum,
mais aussi de plaisir et de ne pas avoir à essayer des voitures entre deux feux rouges, ce qui aujourd'hui essayer une sportive entre deux feux rouges n'a aucun sens. En revanche, sur le Bugatti, là ça prend tout son sens et les gens peuvent passer vraiment une journée très très sympa au volant de leur automobile, mais aussi d'autres voitures prêtées par les constructeurs qui sont présents. En fait, le sport automobile, c'est un petit peu le moteur de toutes les voitures sportives aujourd'hui et du marché de l'automobile sportive en France qui roule sur la route. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une Clio RS et être fasciné par la Formule 1 et il n'y avait qu'à voir l'attroupement quand la Formule 1 a démarré, c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Voir une Formule 1 rouler, tout le monde n'a pas l'occasion forcément d'aller sur un Grand Prix. Là, vous pouvez en voir une rouler en démonstration, elle est biplace, il y a des baptêmes qui sont donc à gagner en plus. C'est quelque chose d'un petit peu inaccessible pour beaucoup de gens en fait. Et là, ça devient effectivement quelque chose de possible. Donc la personne qui a fait le baptême tout à l'heure, qui est descendue de la Formule 1, je pense qu'il s'en souviendra pendant un bon moment. En ces temps où aimer la conduite suscite l'opprobre, deux propriétaires de GT sont venus se régaler et jouir du comportement de leurs autos lors de séquences de 20 minutes sur ce circuit d'exception. Modernes ou anciennes, toutes ont le droit de citer. Ce qui est unique avec Exclusive Drive, c'est la possibilité proposée aux participants d'échanger leurs sensations entre eux, de découvrir des nouveautés ou d'aller à la rencontre de stages de perfectionnement. Et à voir les sourires des uns et des autres, la formule est réussie. C'est du sport, ça secoue, il y a des sensations fortes, vraiment très très fortes, c'est impressionnant, elle est excellente, le bruit, très agréable, ça essouffle un petit peu parce que vraiment on est secoué, mais quelle sensation, faut venir. C'était bien, j'ai déjà fait le Mans pas mal de fois, mais vraiment Exclusive Drive, l'organisation est très bien, il y a beaucoup de personnel. Je suis très content de cette journée. Sensation du matin plutôt sympathique avec une météo plutôt clémente. La piste est aujourd'hui pas mal du tout parce qu'effectivement sur les coups de 11 h elle était plus du tout humide, donc on a pu tourner comme il fallait, prendre des bonnes trajectoires. C'est sans se faire prier que nous nous sommes glissés dans la peau d'un participant et que nous nous sommes ainsi retrouvés conducteurs d'une Mercedes SLS préparée par Dijon Auto Racing et pourvue d'une belle mélodieuse ligne d'échappement à Krapovic. Que nous avons fait connaissance avec la McLaren MP4 12C ou enfin pris une belle leçon de pilotage avec la Porsche Driving School. C'est également l'occasion de revivre l'histoire en faisant un tour en Ford GT40. Et pour découvrir les sensations d'une accélération en Formule 1, il était possible de devenir un passager privilégié de Joël Rivière, partenaire de l'opération et qui offre des baptêmes inoubliables en F1 biplace ou en proto. Pour le plaisir des yeux et des oreilles, cette journée avait de quoi offrir de grands moments aux fans de belle mécanique. Dans les stands et sur la piste, il y avait de quoi se régaler. L'événement Exclusive Drive semble donc bien né. Le pari est quand même un petit peu gagné pour cette première journée. Certains constructeurs ont répondu présent, McLaren, Lamborghini, Radical, des voitures de course aussi, des gens de Scar Cup. Donc ça permet de mixer un peu tous les univers et d'avoir au final une journée qui est très sympa et une expérience pilote qui est vraiment au centre de l'événement et qui doit effectivement être pour les prochaines années, en tout cas, un événement majeur dans à la fois le sport automobile, mais aussi le plaisir de conduire des voitures sportives et pas forcément en compétition uniquement, et aussi quand on est débutant et qu'on veut accéder à la piste dans de bonnes conditions. Et c'est important effectivement qu'après tous les gens qui soient passionnés se donnent rendez-vous en début de saison sur cet événement, sur le Bugatti, dans un contexte complètement de passionnés et de pouvoir échanger sur 2 jours et de passer d'un univers à un autre en toute sécurité, en toute simplicité, et que plein de choses dont ils rêvent deviennent accessibles. Voilà. Et c'est vrai que quand on peut monter dans une Pescarolo qui a roulé au Mans en baptême, c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel et il y a peu d'événements, voire aucun, qui vous proposent ce genre de choses dans un lieu comme celui-là. Plus qu'à préparer votre casque, puis à votre tour découvrir le circuit Bugatti du Mans depuis l'asphalte.
Exclusive Drive, c'est une fois par an et c'est à ne pas rater. Terre d'asphalte revient dans un court instant avec l'essai de la 208 GTI, de la Renault Zoé, de l'Opel Cascada et de la Moto Guzzi California 1400 Custom. A tout de suite. Juste avant l'essai, la Peugeot 208 GTI dévoile ses secrets pour Terre d'asphalte. Donc 208 GTI bénéficie d'un élargissement des voies à l'avant et à l'arrière, pour mieux l'asseoir sur la route. Bénéficie également bien sûr d'évolutions techniques importantes pour accroître sa sportivité. Donc on a travaillé sur les liaisons au sol, les suspensions, sur le pneumatique qui est spécifique, qui est de marque Michelin pour 208 GTI. On a travaillé également sur une calibration de la loi de direction assistée pour un meilleur ressenti de la route et pour la conduite sportive. Et bien évidemment, la 208 GTI bénéficie de l'apport du moteur THP 200 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Notre volonté, c'était de régénérer le mythe GTI. Et dans le mythe GTI de la 205, il y avait bien une composante sportive, bien évidemment, mais il y avait aussi une composante de polyvalence et d'usage quotidien. C'est-à-dire que ce n'était pas une voiture totalement radicale, c'est une voiture qu'on pouvait utiliser tous les jours parce qu'elle gardait un certain confort et bien sûr un agrément de conduite important. Donc sur 208 GTI, on a voulu retrouver cette alchimie entre la sportivité et l'utilisation quotidienne, ce qui fait que nous avons typé notre voiture pour que ce soit une vraie sportive, mais également nous avons préservé le confort vertical en particulier, afin de permettre à nos clients de l'utiliser tous les jours. En termes d'agrément de conduite, de plaisir, de toucher de route, d'agilité, bien évidemment 208 GTI s'inscrit à la fois dans l'héritage de 205, mais aussi dans tout ce qu'a apporté 208 par son innovation du concept intérieur. Ce petit volant qu'on a redessiné pour encore plus de sportivité, mais il reste bien d'un diamètre réduit par rapport à la concurrence. Et cet élément, par exemple, apporte vraiment beaucoup en termes d'agilité et de vivacité de la voiture. Direction des routes niçoises et leur lacet pour l'essai de la nouvelle Peugeot 208 GTI. Notre 208 GTI d'essai, au rouge illuminant le climat incertain, reste sobre pour l'œil non avisé. Le bouclier redessiné, intégrant un drapeau à damier sur la calandre, est sans doute la principale nouveauté. On remarquera aussi les étriers de frein rouges que l'on entreaperçoit entre les jantes. L'auto peut aussi s'habiller de décorations sport. On regrettera l'abandon des drapeaux ornant le bas de la calandre vus sur les premiers concepts. À bord, les dégradés en rouge et noir pourraient être perçus comme un hommage à la 205 GTI, 1,9 litre sorti en 1986, en même temps que le tube de Jeanne Masse. Il n'en est rien, bien que l'esprit rouge des sportifs d'antan soit bien là. On est dans un habitacle mêlant luxe et sport, avec des sièges offrant un bon maintien. Les inserts en plastique dégradé sont d'un bel effet. Les routes plutôt grasses et humides du col de Vence nous ont contraints à un peu de retenue sur l'attaque des lacets, ici fort nombreux. Mais nous avons tout de même pu apprécier la précision de la direction de cette GTI des temps modernes. Petit volant bien en main, on pose le train avant exactement où on le désire grâce à une direction très incisive. Les suspensions raffermies collent bien l'auto à la route. Le confort est un peu dégradé par rapport à une 208 normale, mais l'utilisation quotidienne n'est pas remise en cause. Le point fort de l'auto vient du THP 200, qui offre une accélération parfaitement linéaire et continue. On a l'impression que la 208 a toujours du souffle à revendre. Cela fait plaisir de jouer du levier sur ces petites routes pour repartir de plus belle après chaque sortie de lacet.
Il est cependant dommage que le bruit de l'échappement n'ait pas été mieux travaillé. Le même moteur présent sur la RCZ offre une mélodie bien plus harmonieuse. Une vraie GTI et une vraie 208. Telle est cette auto. La petite Peugeot demeure une référence sur le marché des citadines. Disponible à partir de 24 500 €, cette version ravira les adeptes de sport, refusant de sacrifier le confort. Nous reviendrons prochainement sur ce modèle, avec un essai sur circuit. La moto Guzzi California 1400 Custom est immédiatement à l'essai dans terre d'asphalte. La nouvelle California a renouvelé cette légende âgée de 40 ans en mêlant habilement maintien des acquis et renouvellement du design. D'une machine touring, la moto Guzzi California 1400 se fait dorénavant custom en oubliant ses aspects pratiques pour mettre l'accent sur le plaisir et le style. Le gros bicylindre transversal en V de 1400 cm3 est toujours de la partie. Ce qui change, ce sont quelques éléments pour rendre la moto plus vive et plus belle. Si la California 1400 n'avait plus grand chose à voir avec ses ancêtres à part d'être un toureur, cette nouvelle déclinaison en est encore plus éloignée. Sur l'avant, on trouve toujours l'imposante fourche de 46 mm avec ses étriers de frein radio signés Brembo. Mais les jantes à bâton ont ici une finition noire avec l'inscription rouge Moto Guzzi, fièrement portée. Les projecteurs latéraux ont disparu, mettant en exergue la grande optique cerclée de chrome avec les feux diurnes à LED intégrés. Le contour tout rond, qui intègre l'ordinateur de bord digital, est seul devant nos yeux, puisqu'aucun pare-brise disgracieux ni saut-vent ne vient perturber la vue. Les informations défilent en appuyant sur le bouton mode au guidon gauche. À droite, on trouve le régulateur de vitesse et le changement de mode de conduite. Le guidon est lui aussi différent en étant plus bas et moins large sur cette version custom. L'arrière est totalement modifié, même si on retrouve le large garde-boue arrondi qui surplombe le pneu de 200 mm, ainsi que les feux et clignotants à LED verticaux, véritable signature visuelle de la California 2013. La selle, légèrement arrondie et effilée sur l'arrière, s'insère parfaitement dans le prolongement de ce garde-boue. Les amortisseurs, reliés par une turite à leur réservoir séparé, sont spécifiques à ce custom. Au centre, on retrouve le large réservoir au dessin si particulier qui laisse apparaître le bicylindre de belle manière. On peut regretter que les repose-pieds plateaux ne soient pas remplacés par des accessoires plus classiques, en commande médiane ou avancée. Le style et la conduite y gagneraient. Touring ou custom, la motorisation, la boîte à 6 rapports et le cardan sont identiques. Les caractéristiques du châssis aussi, en dehors des amortisseurs. À la mise en route, sous les 2500 tours par minute, les vibrations sont bien là. C'est au-dessus qu'il faut maintenir le régime du moteur, là où il reprend sans faillir jusqu'à 6000 tours par minute. On peut limiter assez facilement les changements de rapport tout en tenant une belle allure sur le réseau secondaire. La machine se place en virage et passe d'un angle à l'autre sans effort. Elle est stable, vive et assez précise pour rouler sans crainte au détail près de la garde au sol. Elle incite naturellement à tenir un rythme plutôt élevé. Les tampons en plastique sous les repose-pieds touchent très rapidement et laissent peu de marge avant que le support ne le fasse en relevant la moto. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir des commandes normales. Les plateaux ne semblent pas adaptés à la très agréable dynamique de cette moto. Le freinage avec des étriers radio à l'avant est équipé de l'ABS. Il se montre très agréable, puissant et sans surprise malgré son efficacité. Avec un frein arrière qui manque de mordant en comparaison avec la concurrence, il faudra changer sa conduite si on est habitué au custom. Le frein avant doit être davantage sollicité que chez les rivaux. Les 3 modes de conduite changent nettement le ressenti. Le mode sport est plus vif à l'ouverture des gaz comme à la fermeture. Le mode tourisme est moins sensible et permet d'enrouler en douceur avec une certaine inertie à la coupure des gaz. Le Pioggia est à réserver pour la pluie ou les conditions difficiles. Avec le guidon plus bas, un moteur dynamique et une certaine facilité de prise en main, la California Custom est très facile à emmener en ville
avec une bonne maniabilité dans la catégorie. Quoi qu'il en soit, la California Custom apporte une vraie bouffée d'air frais dans le paysage, que ce soit esthétique ou à la conduite. Le mélange des chromes et du noir lui va parfaitement, et pouvoir contempler les culasses qui reflètent le paysage en roulant est unique. La California Custom est uniquement disponible avec l'ABS, au tarif de 17 350 € en noir ou en gris, soit 2 000 € de moins que sa sœur Touring. Brancher la Renault Zoé? Réponse immédiatement avec l'essai de la citadine électrique de Renault. Lorsque Renault a dévoilé sa volonté de se concentrer sur l'électrique, cela a fait pas mal de vagues. Révolution pour les uns, pétard mouillé pour les autres. La Zoé n'en arrive pas moins aujourd'hui pour compléter une gamme zéro émission désormais forte de 4 véhicules. La citadine branchée prend-elle la direction du succès ou la douche froide s'annonce-t-elle pour le constructeur aux losanges? Alors que Laurens Vandenacker est désormais responsable du design des modèles Renault, la Zoé doit beaucoup à Jean Semeriva, qui a signé son design extérieur. Comme le port Salut, cela est marqué dessus avec une reproduction de l'empreinte du designer sur la poignée de porte arrière. L'avant a été adapté aux canons en vigueur chez le Losange. On retrouve ainsi l'imposant logo de la marque relié à des phares délicatement bleutés par des bandeaux noirs, donnant un regard de hibou à l'auto. C'est plutôt doux visuellement et correspond bien à la philosophie des électriques. Le bouclier intègre 2 diurnes à LED en forme de virgule. La ceinture de caisse est marquée et se prolonge jusqu'aux feux arrière. Ceux-ci sont en forme de losange. Ces optiques très travaillées donnent un air de prototype à la Zoé qui se distingue facilement dans le paysage autoroutier. Le bouclier arrière est joufflu et le bas a été particulièrement étudié pour améliorer l'aérodynamisme et participer aux économies d'énergie primordiales sur ce type de véhicule. Le haillon, sans fioriture, accentue davantage cette impression de rondeur avec une importante surface de la même teinte. On notera la présence du logo ZE, rappelant l'aspect zéro émission de la Zoé. À l'intérieur, on trouve des chromes délicatement bleutés. L'ambiance est très lumineuse, avec des teintes mêlant gris clair, blanc mat et blanc brillant. Quelques décorations de circuits imprimés font écho à la motorisation de l'auto. La console centrale intègre le système tactile d'information Medianav, qui se généralise sur tous les modèles Renault. Le tableau de bord est inédit et entièrement numérique. Il comprend la jauge sous forme d'une pile avec des petites barres comme sur un téléphone mobile. Entre celle-ci et le tachymètre, un arc de cercle en perspective donne une information sur notre besoin d'énergie instantané, un peu comme le ferait un compte-tours. Pour compenser le poids des batteries, il a fallu faire quelques sacrifices sur la qualité des plastiques. Les sièges ont pour leur part un design sommaire. La banquette arrière a des airs de divan, dignes des grandes heures d'Henri Chapier. Mais au-delà du style un peu désuet, il n'en demeure pas moins confortable. D'ailleurs, le plus étonnant dans la Zoé par rapport aux autres autos électriques, c'est que l'on est finalement à bord d'une vraie voiture, disposant de tout le confort actuel. En dehors de la motorisation, rien ne sépare Zoé d'une autre citadine. Avant de partir, il nous reste à faire le plein. Non, 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 on oublie l'énergie fossile. À l'aide d'un bouton ou de la commande à distance, on ouvre la trappe dissimulée sous le logo avant et l'on branche la Zoé sur une borne pour faire le plein. Le hic, c'est qu'il faut passer par une installation électrique de recharge spécifique qui coûte environ 1 000 € à installer. Le chargeur intégré de la Zoé se branche sur des bornes spécifiques de 3 à 43 kW en mono ou triphasé, mais pas sur une prise du secteur. Ensuite, vous devrez vous acquitter d'un forfait mensuel de location de batterie qui comprend l'assistance batterie vide et le remplacement lorsqu'elle ne tient plus assez la charge.
À la conduite, comme avec une boîte automatique, il n'y a pas de vitesse à passer. L'accélération est linéaire, avec pour compagnon de route un petit sifflement qui se fait entendre lorsqu'on tend l'oreille. Forte de ses 88 chevaux et de son couple de 220 Nm, la Zoé passe le 0 à 50 km/h en seulement 4 secondes. Au-delà, sa fougue est moindre, même si elle se montre toujours assez vive. La direction est légère et la voiture assez réactive. Les batteries sous le plancher et les voies un peu élargies ne suffisent pas pour permettre à l'auto de rivaliser en termes de tenue de route avec les citadines thermiques lorsque l'on adopte une conduite un peu vive. Mais est-ce le but de la Zoé ? Largement capable de s'aventurer sur voies rapides ou sur des routes secondaires, elle n'en est pas moins avant tout une citadine. Peut-être même la citadine idéale, puisqu'avec une autonomie de 100 à 120 km en utilisation normale, elle conviendra à bien des parcours journaliers que l'on maîtrise sur le bout des doigts, au kilomètre près. Respect sinking, gave in to dress, voice like a twin. The dread promised, but without a ring. Never. Now I reminisce the way we stay up. Douce à l'usage, la Zoé l'est presque aussi pour le portefeuille. Son tarif de 13 700 € en France, une fois le bonus de 7 000 € déduit, donne à réfléchir lors de l'achat d'une deuxième voiture. Faut ajouter le forfait de location de batterie qui débute à 79 € par mois sur 36 mois pour 12 500 km par an. La Zoé s'affiche alors à 16 544 €. Entre l'augmentation continue du coût des carburants et le confort d'utilisation, voilà qui donne à réfléchir. To carry on misleading. Now she's leaving. When I'm dreaming, she's gone. Was so wrong. Lost feeling. Bientôt l'été et l'Opel Cascada est prête à l'accueillir. Et c'est de ce nouveau cabriolet maintenant. Opel nous met la tête dans les étoiles. On pourrait croire que ce rôle revient de droit à l'Astra, mais c'est pourtant au Cascada que cette tâche incombe. Si le tout nouveau cabriolet de la marque Oblitz s'inspire bien de la compacte de la marque, cette remplaçante de l'Astra cabriolet a sa personnalité propre. C'est au volant de la version 1,6 litre turbo de 170 chevaux que nous avons essayé ce modèle en parcourant les paysages ensoleillés, cheveux au vent. Le Cascada compte bien jouer la carte de la séduction et soigne son dessin. À l'avant, une longue ligne chromée reprenant la forme d'une aile d'avion joint les deux phares. Ceux-ci comprennent les feux diurnes à LED en forme d'accent circonflexe comme sur les berlines Opel. Le dessin du bouclier est suffisamment travaillé pour donner du dynamisme à cette Pro sans tomber dans le travers d'une sportivité exacerbée. Les nervures sur le capot donnent un élan au coup de crayon jusqu'au pare-brise très incliné. Cette dynamique esthétique est maintenue sur les flancs par un pli plongeant sur les portières. À l'arrière, on retrouve la longue ligne de chrome qui rejoint les deux feux. Celle-ci est à peine surlignée par un petit béquet à l'extrémité du coffre qui accueille le troisième feu stop. Une seule sortie d'échappement est visible, le Cascada n'étant pas un cabriolet sportif, mais avant tout une voiture élégante. On remarque d'ailleurs la vitre arrière qui affleure la capote en toile, de sorte que ce ne soit qu'à peine perceptible lorsqu'on passe la main. À l'intérieur, l'accueil ne déçoit pas. La sellerie cuir offre un bon maintien sans se sentir engoncé et l'espace disponible est suffisamment important pour être à son aise. La planche de bord associe différents matériaux et textures au toucher et les mêle avec style. Il faudra s'habituer à la profusion de boutons qui rendent l'ergonomie peu intuitive au premier abord. On s'y habituera vite. La console centrale est semblable aux berlines Opel, seuls 2 boutons juste sous l'écran multimédia sont spécifiques au Cascada, Sport et Tour. Autre détail hérité des berlines haut de gamme, un bras approche la ceinture de sécurité lorsqu'on monte à bord, nous évitant toutes sortes de contorsions pour la saisir.
Pour les passagers, 2 vraies places attendent à l'arrière, elles offrent assez d'espace pour de longues promenades sans pénaliser leur occupant. Le coffre propose une capacité allant de 280 à 380 litres. Selon que l'on soit prêt à ranger la capote ou pas, il faudra bien organiser ses valises avant de partir en vacances. Mais capote ouverte ou fermée, il faut avouer que la ligne du Cascada est très réussie et fait oublier ce petit sacrifice. Il est d'ailleurs grand temps de prendre la route et surtout de prendre l'air. La capote peut se manipuler jusqu'à 50 km/h et s'ouvre en 17 secondes, contre 19 secondes pour sa fermeture. Le moteur essence 1,6 litre turbo de 170 chevaux dispose d'une sonorité grave à l'accélération, toujours présente mais sans excès. Il ne grimpe toutefois pas dans les tours avec l'énergie d'un moteur sportif et ce n'est pas le but. Sa force, c'est de faire défiler le paysage sur le couple avec une franche conviction mais sans brutalité. Le châssis rigide et les suspensions au confort remarquable sont en totale adéquation avec cette sensation de survoler la route avec sérénité. L'Opel Cascada est un cruiser au sens littéral du terme, avec un plaisir de conduite réellement présent. La direction se révèle ainsi précise et légère, juste ce qu'il faut pour profiter d'un guidage en toute confiance. La manipulation de la capote en roulant se fait facilement. Fermée, l'isolation phonique est d'un bon niveau. Capote ouverte, il y a quelques légères turbulences dans l'habitacle. Sans doute qu'un petit déflecteur sur le dessus du pare-brise aurait été un plus, ainsi qu'une ventilation de nuque en complément des sièges chauffants. Le seul bémol lorsqu'on se laisse porter par l'agrément offert par le Cascada, c'est son poids à vide de 1733 kg, qui maltraite les freins sur les routes de montagne. Ceux-ci se font rapidement entendre et la consistance n'est pas uniforme sous le pied. C'est dommage, le châssis, la direction et la motorisation étant réussis. Le Cascada se vit donc en toute décontraction et remplit parfaitement son rôle. Opel propose le Cascada 170 chevaux à partir de 34 950 €. Un tarif compétitif dans la catégorie qui permet d'accéder à une voiture plaisir au dessin soigné et élégant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Terre d'asphalte sur Motors TV.